Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une formation innovante qu'on a essayé d'imaginer. Alors, pour rebondir sur le topo d'Aline, on n'a pas tous la chance d'avoir des référents pédagogiques dans nos services, parce que ce que je viens de voir là, c'est plutôt impressionnant. Il est capable de faire l'ingénierie de formation, il est capable d'évaluer, de faire de la recherche en plus, donc franchement, bravo pour tout ce que tu fais, parce que c'est vraiment très bien ce que j'ai vu. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que Aline est venue de rejoindre l'équipe gérée par le professeur Queneau, puisque aujourd'hui je vais vous présenter un topo sur le DU phare, c'est la formation d'aptitude aux soins critiques et à la réanimation pour les infirmiers. Alors cette formation qu'on a imaginée, elle est en lien, elle a été réalisée à la suite de réunions soins critiques qu'on a réalisées avec l'ARS. Et en fait, ça a commencé pendant la crise Covid, et en fait on s'est dit, mais purée, c'est pas possible, on a un manque de formation, on n'a pas forcément des référents techniques, des référents pédagogiques pour former sur le tard, et on a décidé de faire une proposition. On n'a pas du tout vocation à faire concurrence à quoi que ce soit. On essaie de travailler au niveau de l'ARS de Franche-Comté pour proposer un outil pédagogique pour les nouvelles infirmières. Ce travail, comme je l'ai dit, il a été réalisé en collaboration avec l'UMDPC, donc la faculté de médecine de Dijon, la RS Bourgogne-Franche-Comté, le CECITEC, c'est le labo de simulation de Chalon-sur-Saône, l'hôpital Franche-Comté, le CHU de Dijon, et également, on a parlé beaucoup de facteurs humains tout à l'heure, mais on a beaucoup travaillé avec la Safe Team Academy, avec François Jeanlin et Frédéric Martin notamment, pour réaliser, vous allez voir, des capsules pédagogiques. Alors, je n'ai aucun conflit d'intérêt, mis à part avoir créé avec Aline et d'autres l'ingénierie de formation de ce livre. Alors, vous voyez, la photo de fond montre un exemple de ce qu'on a fait. On était des équipes de caméramans professionnels et on a filmé des soignants qui ont voulu se prêter au jeu de comédiens pour filmer leur quotidien. Alors, l'année dernière, au creux 2022, j'ai repiqué des diapos, puisque l'équipe de l'AFNIR, j'espère que vous connaissez tous l'AFNIR, c'est la Fédération nationale des infirmières de réanimation, et l'équipe d'UNIREA ont présenté un topo qui parlait d'infirmiers de réanimation en France aujourd'hui, et effectivement, ils abordaient la formation, le peu de place pour les soins critiques dans le programme de formation initiale. Alors ça change un peu, puisque j'ai discuté ce matin avec Vincent qui effectivement a créé un DU, mais qui est accessible aux étudiants de fin de troisième année en finale. Donc ça répond un peu à la question. Nous n'avons aucune formation spécifique, pas de formation d'adaptation à l'emploi uniforme, pas d'obligation de formation continue pour l'instant, puis pas de reconnaissance ou de valorisation de la montée en compétence des infirmières en réanimation, et ça vraiment c'est un gros problème. Donc on a essayé de répondre à ça. Alors pour corroborer ce que je viens de dire, Sabine Valera qui devait être là, qui est malheureusement absente, je vous rends un peu un hommage, puisqu'elle a publié il y a quelques années les effets d'une formation multimodale sur le JobsBrain, et qui a montré qu'effectivement, former les gens, notamment en simulation d'un service, ça permettait de réduire l'absentéisme et de réduire les départs des patients, des soignants dans le service. Alors, j'ai répliqué une diapo l'année dernière de Jean Régnier. Jean, si tu me connais. Non, il nous avait présenté effectivement un topo sur quel avenir pour les soins critiques en France, le point de vue médical. Et effectivement, on attendait tous avec grande attention son intervention, puisque effectivement, il nous a parlé du rapport du IGAS, qui lui déjà préconisait de systématiser une formation d'adaptation à l'emploi de 8 semaines. Ensuite, Olivier Véran a présenté aux acteurs du secteur hospitalier la feuille de route des soins critiques 2022-2025, qui reparlait de cette formation d'adaptation à l'emploi de 8 semaines. Et pour finir, le décret du 26 avril 2022, qui en parle, on attend toujours les décrets d'application, qui étaient attendus pour juin, mais je comprends qu'il y avait peut-être un peu de retard. Donc on va commencer à parler de comment on s'y est pris pour monter cette formation.
Donc en fait, on a essayé avec Aline de faire un travail de référencier, de répertorier les compétences qu'on attendait de cette formation. Alors juste pour info, à l'instar de ce que font les autres DU de réanimation, Charles vous en avez parlé tout à l'heure, un DU de réanimation, au dernier slide. Alors nous, on a voulu vraiment faire devant la problématique de ne pas pouvoir récupérer des agents, parce que même s'il y a une référente pédagogique dans un service, c'est super, mais faut-il encore libérer des agents qui puissent être formés? On sait tous que c'est difficile. Chez nous, les budgets d'hôpital, au niveau formation, ils ont considérablement diminué, donc c'est quand même compliqué de faire partir les gens. Alors nous, on a réfléchi pour une formation qui va durer 70 heures. D'accord? Donc beaucoup en e-learning. Alors voilà, donc pour cela, on essaie de réfléchir sur des priorités. On a fait un référentiel de compétences, notamment sur des savoirs déclaratifs, procéduraux, du savoir-faire et du savoir-être. Ensuite, on a essayé de cibler 5 compétences. Alors je vais vous les citer, vous verrez, c'est très rapide. Hein. La première compétence, c'est d'identifier, d'expliquer les spécificités des prises en charge en réanimation. Ensuite, on va prendre en charge les principales urgences vitales en réanimation. Ensuite, on va s'attaquer plutôt aux SDRA et aux chocs septiques. Et pour finir, on en a discuté tout à l'heure, effectivement, les facteurs humains sont très importants, donc on a une thématique facteurs humains. Alors, un exemple de compétence, je vais plutôt prendre la compétence 3. Alors, ce qui est important, c'est qu'on essaie de travailler par niveau de capacité. Donc, les capacités visées, on part du niveau novice, ensuite débutant, puis compétent. Donc, vous verrez qu'au niveau novice, on attend des apprenants qui soient capables d'identifier, de décrire, d'observer, et on verra que cette compétence-là va acquérir une capsule pédagogique. Ensuite, au niveau débutant, donc ça va un peu plus loin, ils sont capables d'expliquer, de distinguer, de réaliser des soins d'hygiène, par exemple. Ça, on va en discuter. Ces compétences, elles vont être appliquées au niveau de cours théoriques. Et le niveau compétent, on va plutôt travailler en simulation, puisqu'on va faire. Alors, besoin de former différemment. Donc, au départ, ils vont avoir un travail préalable à réaliser. On va leur envoyer des documents avant de commencer. C'est les prérequis indispensables pour les cours synchrones à la simulation. Ensuite, il y aura 30 heures de vidéo simulation asynchrone. On leur donne 2 mois pour suivre un cursus sur une plateforme qui s'appelle 360 e-learning, mais qui appartient à la System Academy. Et derrière, vous verrez, je vais vous présenter 2-3 exemples. Il y a des jeux pédagogiques, il y a des vidéos, et on va essayer de débriefer les vidéos. Ensuite, 14 heures de cours théoriques en visio, mais synchrone, en présentiel. Vous êtes là, on va aborder tout ce qui est analyse de cas, raisonnement clinique, on va vraiment aborder la pédagogie active, c'est très important. Et ensuite, on aura 14 heures de simulation dans un centre expérimenté, où là, on va développer 2 jours de cas cliniques, où c'est qu'on va mélanger la simulation haute fidélité, hybride et procédurale. Alors, à l'instar de... Moi, je vais prendre l'analogie de Sébastien Loeb. Si vous prenez le cours avec Sébastien Loeb, et bien en fait, avant de faire des loopings et puis du rallye, il faut déjà avoir le code, le permis, et ensuite savoir un peu conduire. Donc, on va essayer de travailler comme ça. 30 heures de vidéo simulation nous permettent d'apprendre le code, par exemple. Donc, il nous faut une base solide, donc pour acquérir un niveau novice. Ensuite, grâce aux cours théoriques, on va travailler sur les analyses de cas, les raisonnements cliniques, et là, on va acquérir un niveau débutant. Et ensuite, la simulation va nous faire acquérir un niveau compétent. Voilà, donc j'insiste vraiment, les capsules pédagogiques niveau novice grâce aux vidéos simulation de la System Academy. Ensuite, les cours théoriques. Alors quand je parle de cours théoriques,
on essaie de ne pas trop travailler les diaporamas. On va vraiment travailler la pédagogie active en fait. On va les faire raisonner, on va leur demander du travail, on va leur demander d'imaginer des checklists par exemple, on va leur demander de raisonner sur la technique du blason, quelles sont les surnoms spécifiques d'un quartier, etc. On va vraiment faire la pédagogie active pour les faire réfléchir. Et ensuite, la simulation va travailler sur tout ce qui est compétences. Alors, un exemple de vidéo simulation asynchrone, tout le travail qu'on a fait avec la Sectim Academy. Donc là, on va leur proposer un parcours immersif, ciblant des compétences techniques, mais également des compétences non techniques. Charles l'avait abordé tout à l'heure, le travail en équipe, le leadership, la communication. Et en gros, on a travaillé sur 2 parties. Donc, vous imaginez 30 heures de vidéo, c'est assez long. Donc la première partie, c'est la découverte d'un service de réanimation. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est des soignants qui se sont prêtés au jeu comédien et qui expliquent leur service, qui expliquent des trucs tout simples. Par exemple, quand vous arrivez dans un service de réanimation, déjà, ce qui est important de savoir, c'est où sont les toilettes, où sont la cuisine, où sont les trucs de base. Ça, c'est important. Ensuite, on va découvrir le box de réanimation, on va découvrir les techniques de transfert de patients. On va monter en puissance tout au long de ce cas clinique. Et la partie numéro 2, on va aborder plutôt la prise en charge de patients en choc septique. Alors vous allez voir, ça va de l'entrée d'un patient en choc septique, ça va durer à peu près 3 semaines, et on va aller jusqu'à l'arrêt thérapeutique et le décès du patient. On abordera également des thématiques de prélèvement d'organes sur des capsules un peu dédiées. Alors, voici un exemple de ce qu'on peut faire. 2 petits exemples vidéo qui ne durent pas longtemps. J'espère qu'on a le son. Ah ouais, il est tout. Ok, on va là dans ces cas-là, je vais appeler le médecin. Parce qu'on a mis les réactions tout à l'heure et j'aimerais bien avoir les résultats. D'accord. Oui, Jean-Pierre, c'est le bon à l'appareil. Écoute, je t'appelle pour M. Martin. Écoute, M. Martin, il a une SAT qui se maintient aux alentours de 94-95. Par contre, il est en hypertension à 165-93. Il est polyclinique et il est en sueur. Est-ce que tu as reçu les résultats des gaz? Voilà, en gros, on va essayer d'insérer des petits QCM pendant les séquences vidéo, et en fait, c'est pour vraiment les faire réfléchir. Et tout de suite derrière, normalement dans la vidéo, on répond vraiment au QCM. Ok, il est hypercapnique. Ok. Tu veux que je mette en place une ventilation invasive? Ok, tu veux une aide à combien? Ok, une aide à 6, une PEP à 4, ça marche. Fio 2, 40%. Ça marche. Merci, on fait ça de suite. Alors, tu vois, c'est Jean-Pierre, il a tout hypercapnique. Donc, tu vois, les signes d'hypercapnie, il est en sueur, il y a une restauration. Vous avez vu comme ici, on voit bien que là, il est pas bien. Donc, on a fait une ventilation. Voilà donc cette première vidéo. Et voilà une deuxième, c'est qu'on va aborder la gestion de l'artériocate. On fait pas attention aux accents franc-comtois. On va aller vers monsieur D qui a rentré pour une détresse respiratoire sur une pneumopathie infectieuse. Donc là, il est intubé, ventilé, sédaté, donc il a été techniqué. Donc voilà, on va faire toutes nos surveillances, donc son intubation, voie centrale, le cathé artériel. Donc là, tu vois que le patient est relativement stable. Donc écoute, moi je te propose, on va regarder déjà donc, que je t'explique un peu le cathé artériel. Okay. Donc là, tu vois, le capteur, il n'est pas au bon endroit. Donc en fait, pour éviter ce genre d'incident, on met un système à scratch. Tu peux le fixer comme ça, on est sûr qu'il reste toujours au bon endroit, au niveau du capteur électro. Si le capteur est trop bas, eh bien, tu vas avoir une surestimation de ta tension, et au contraire, si ton capteur est plus haut, tu vas avoir une sous-estimation. Donc là, il a sa place. Ok. Donc écoute, là, tu vois, on a remis le capteur à sa place, on voit que le patient est hypotendu. Donc voilà, il faut bien que tu te rappelles que le patient est rentré dans un contexte infectieux. Alors, de toute façon, comme ça, il est certainement hypovolémique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à notre niveau pour savoir si le patient a besoin d'être rempli? Ça va être le test du lever de jambe. Donc, tu laisses le dossier,
expérience. Vous venez de prendre en charge un patient présentant un état de choc qui s'est compliqué en défaillance multiviscérale. Le premier point important à retenir de ces scénarios est que les scopes sont vos meilleurs ennemis. En effet, vous avez remarqué dans le film que le patient présentait une tension normale, et en fait le dispositif était par terre, et en réalité le patient était hypotendu. D'ailleurs, derrière moi, vous avez un scope qui affiche les paramètres vitaux normaux, mais il n'y a personne dans le lit. Retenez donc qu'il faut toujours confronter aux paramètres du scope la clinique. Quand je rentre dans une chambre, le patient est-il rose? Quelle est sa coloration globalement? Le patient est-il sec? Est-ce qu'il est en sueur ou pas? Une mercapnie par exemple. Et quelle est sa température? Est-il froid? Est-il chaud? Voilà, c'était un exemple de ce qu'on a fait dans cette formation. Alors le but, c'est qu'on essaie de favoriser des raisonnements cliniques paramédicales, infirmiers, voilà, qu'elles comprennent qu'effectivement c'est important de bien connaître le matériel, de ne pas appeler le médecin et puis de se rendre compte après que le capteur il est par terre, le capteur d'artère il est par terre. Si le patient est hypotendu, on appelle le médecin, on est des infirmiers de réanimation quand même, on est capable de faire une épreuve de levée de jambe, pas argumenter quand on va appeler les médecins. Voilà, tout à l'heure, Charles nous a parlé du Sahel, etc. Donc derrière, en plus, on apprend comment utiliser un outil de transmission. Voilà, je vais accélérer un petit peu. Les cours synchrones, comme je l'ai dit, pour accéder au niveau débutant. Donc en fait, on va le faire en visio. On aura des capacités de faire travailler les apprenants en sous-groupe pour avoir des rendus d'exercices. On va leur demander des exercices. Voilà, donc tous les techniques, les méthodes pédagogiques utilisées, on va utiliser Booklab, les techniques du blason, les débriefings de vidéos, des cas cliniques, voilà, tout ce que tout le monde connaît, les quiz, etc. Et là, on va effectivement aborder plein de thématiques, voilà, sur les checklists, la gestion de la carte centrale, la carte artérielle, les antibiotiques, on va essayer de leur faire verbaliser des éléments sur les catécholamines, où doit-on les poser sur une voie veineuse centrale, est-ce qu'il y a des voies, est-ce que la voie proximale est importante. Pour nous qui avons un long parcours en régulation, ça nous paraît forcément simple, mais c'est vrai que pour les nouveaux arrivants, c'est très intéressant. On a fait des thématiques sur la pression de crête, les armes respirateurs, etc. Tout ça sera abordé en privilégiant vraiment la pédagogie active. Et au niveau simulation, donc on va essayer de faire la simulation. On a à notre disposition du matériel, on a des ponts pédagogiques. Vous savez qu'on peut simuler des augmentations dans la pression de crête, on peut simuler des SDRA, on peut vraiment tout faire. Et voilà, donc pareil, énormément de thématiques à voir dans simulation. Donc simulation haute fidélité, procédurale, hybride, on aura même des comédiens pour traiter des entretiens avec les familles, mais je ne vais pas avancer là-dessus parce que Charles et Vincent en ont largement parlé. Voilà, donc voilà, je termine par cette petite slide. Cette formation aura lieu, débutera en début septembre, et je vais vous dire, c'est qu'on a eu vraiment un accueil très chaleureux de la NFH, parce qu'effectivement, ils ont trouvé que le concept était plutôt sympa, et la NFH a financé une partie de ce DU pour que ça ne coûte rien aux soignants et encore moins aux hôpitaux. Voilà, merci.